Faut savoir que chaque opération de forage est physiquement éprouvante et que ça prend du temps. Une fois qu'on a une roche susceptible de nous intéresser, qu'on est bien préparé, alors là commence seulement le long processus de mise en place du matériel avant le carottage proprement dit. Et c'est vrai qu'il faut. Réalisation d'expéditions donc à l'extérieur doit également être approuvée au préalable par le HSO, le responsable sécurité, qui peut s'appuyer sur une ingénieuse idée de John Eggerichs, donc le radiotélescope. Donc sur Mars, il faut savoir que l'absence d'atmosphère rend l'activité intense du Soleil assez problématique, puisque le Soleil, une fois qu'il rentre en intense activité, émet des particules fortement énergétiques qui peuvent irradier les astronautes. Et donc il convient d'anticiper ces tempêtes solaires, et c'est ce que nos deux héros ont tenté de faire grâce à deux radiotélescopes, en fait, un petit transportable de leur conception que vous voyez là, lors de sa mise en place, qui reçoit une bande à 149 MHz, et celui présent sur place à 20 MHz, qui est un petit peu plus grand, comme vous allez le voir ici juste après. On apprécie encore le beau travail de nos deux héros. Donc voilà. Et ici on voit le petit radiotélescope ici, et qui pointe donc idéalement vers le Soleil, et le plus grand ici même. Alors, qui dit onde, dit fréquence, dit ondulation, etc. Donc, ce qui fait qu'on a un son qu'on peut entendre. Donc, ce même amplificateur est branché à un baffle, ici, qui nous permet d'entendre quand il y a une tempête solaire. Alors ici, actuellement, il n'y a pas de tempête solaire. Effectivement, on est là, on est dans le point le plus calme. Le soleil est tranquille, il n'y a rien. Mais quand il est en activité, on voit effectivement qu'il y a une montée. Ici, cette activité a commencé à 1h48 du matin et a terminé 6 heures plus tard, vers 7-8 heures du matin. C'est une activité qui a duré assez longtemps, où l'intensité des rayonnements solaires ont presque quadruplé, triplé, quadruplé. Et à ce moment-là, pendant la nuit, tout le monde peut être réveillé par ce bruit provoqué par le baffle. Alors en plus du signal qui vient du télescope de la MDRS, donc lui est à 20.1 MHz, on a notre signal de notre radiotélescope à nous, qui est à 149 MHz, qu'on a branché à un petit oscilloscope ici. Donc ça c'est l'autre en bout du câble qu'on avait mis l'info passer. Et voilà, on voit le petit signal qu'on reçoit. Pour le moment, comme disait John, pas beaucoup d'activité au niveau du soleil. Très calme. Mais on peut avoir des trucs assez impressionnants. Vas-y. Alors, donc là on n'avait pas de tempête, mais quand on a une tempête, ça peut donner des petites images comme ceci. Donc là on voit un coup de semonce du soleil, attention, je vais vous en mettre plein la vue. Et là il commence sa tempête, donc on voit très clairement qu'on est un niveau au-dessus du niveau de bruit qu'on a habituellement. Et voilà, et ça continue, ça augmente, ça augmente. Et on a 3 images comme ça à la suite, donc c'est une tempête qui en tout a duré près d'une demi-heure, 20 minutes. Très impressionnant. Tous ces tempêtes solaires, moi, ça m'a donné une de ces fins. Hé Guéric, c'est ton jour de cuisine. Tu nous fais un truc à manger? En fait, pour la diététique, ici, on suit une étude menée par Kimberly Binstead, qui est une chercheuse et assistante professeure à l'université d'Hawaï, et qui étudie en fait les variations d'humeur et de santé dues
à la nourriture qu'ingèrent les astronautes. Deux cas particuliers pour cette étude, c'est un jour sur deux est un cooking day et l'autre jour sur deux est un non-cooking day. D'accord. Tu veux que je t'en dise plus? Oui, oui, le cooking day, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être d'abord le non-cooking day. Ok. Pour le non-cooking day, on mange des trucs du genre des grosses boîtes de Alpine Air Foods qui sont en fait des repas tout faits, lyophilisés. Donc il suffit d'ajouter de l'eau chaude et puis tu peux te mettre à table et le manger, quoi. C'est dégueu. Donc le but c'est de passer le moins de temps possible devant les fourneaux. Ouais, de cuisiner le moins de temps possible. D'accord. Ça, on cuisine pas du tout, quoi. On est directement à table et en plus on mange pas très bien parce que c'est vraiment pas très bon. Maintenant, l'autre jour sur deux est un cooking day. Alors il faut pas s'imaginer qu'on a de la viande fraîche et que ça c'est quelque chose que je viens d'acheter par exemple. Pas du tout, pas du tout. Le cooking day, cette viande en fait, déjà c'est pas de la viande, c'est bien de la viande synthétique qui vient de petits pots comme ceci. Ici on a du bœuf. J'ai fait tomber. D'accord. Tu vois, ici on a du poulet. On a Il y a quand même certains légumes, j'imagine. des oignons. Des oignons, ok. Tout lyophilisé, d'accord. Tout est complètement lyophilisé. Et est-ce que vous avez le droit d'épicer ces plats? Oui, oui, on peut les épicer. Alors on a toute une série d'épices. Même les non-cooking day, vous avez le droit de... Non, juste les cooking day. D'accord. On a plusieurs épices ici. Alors on peut aussi faire du pain le jour des cooking days. Sinon on mange ce genre de petits pains ici. Tu vois, c'est emballé. Des pains sans levure, quoi. Comme ça. Et pour manger mieux, nos marsenautes sont prêts à tout. Comme par exemple Delphine, qui s'attelle chaque jour à la culture de pommes de terre de l'espace. Les tubercules fournis par le Earth and Life Institute de l'UCL et dans le cadre d'un projet de l'Agence spatiale européenne sont mis en contact avec un liquide nutritif renouvelé quotidiennement par Delphine. Quelques photos et l'œil attentif de Delphine permettent de suivre jour après jour l'évolution de nos futures pommes frites. Malheureusement, nos espoirs gourmands sont quelque peu amoindris par l'apparence des tubercules. En effet, bien qu'en pleine forme le premier jour, comme on peut le voir sur ces images, ils semblent mal supporter la sécheresse du climat et présentent une teinte noire après quelques jours, comme on peut le voir ici. Après un bon repas, avec ou sans chips, voici maintenant le 7e membre de notre équipage. Un conseil, méfiez-vous de ces airs gentils. Mozzi, c'est 20% mécanique, 20% électronique et 60% de malice. Présentation signée John. Bonjour, bienvenue en 30 millions d'amis. Voici un nouvel animal que nous connaissons très peu, c'est Mozzi, qui est une espèce particulière. C'est un robot qui est prêté par la NASA pour faire une simulation, une étude en interaction homme-robot. Pourquoi une étude homme-robot? Tout simplement parce que dans les explorations interplanétaires, le robot a ses qualités, l'homme a ses qualités, mais les deux ont aussi leurs défauts, ce qui fait qu'une complémentarité entre les deux peut donner de meilleurs résultats. Alors, Mozzi, ici présent, est composé donc de 4 roues motrices, d'une caméra qui bouge, de 2 caméras qui bougent, qui permettent d'orienter. Alors ici, nous avons le poste opérateur, là où la personne va pouvoir diriger le robot. Donc tout simplement, on peut bouger le robot, le commander et visualiser sur l'écran ce qu'il en est. Switch. C'est de l'éthanol, c'est de l'alcool. Ah, il manque. Méchant, tu es méchant. Laisse-moi passer. Tourne. Donc ici, là, l'objectif était de tester le robot sur différents terrains, de type un peu qu'on peut retrouver sur Mars. Donc on a testé sur un terrain type plat,
avec des objets qui sont infranchissables et donc qui doivent contourner. La participation du robot permet également de surveiller l'activité des astronautes depuis la base, comme ici lors de la mise en place du détecteur de particules JADE, destiné à mesurer l'énergie et la provenance des particules du cosmos. Allez, allez, Mozzie, mets-toi en place! Alors bonjour, on va vous présenter Alban et moi Jade. Alors Jade, c'est un détecteur de particules qui a été conçu à l'UCL et en partenariat avec le département CP3. Et donc on a travaillé beaucoup de temps là-dessus. Alors ce détecteur va nous permettre de mesurer le nombre de particules chargées qui passent à travers lui. Et alors quel genre de particules chargées on pourrait avoir sur Mars ou sur Terre? Eh ben, c'est des particules cosmiques qui viennent donc de très loin ou parfois de moins loin comme du Soleil. Et alors essentiellement ce qu'on va calculer ici c'est des muons, tous des muons qui sont produits dans la haute atmosphère. En réalité quand des particules cosmiques entrent dans l'atmosphère, elles vont interagir et se transformer en muons. Et c'est ceci qu'on va collecter dans notre expérience. Et tout ça dans un but de mesurer un petit peu ce qui se passe du point de vue du Soleil, qui ces temps-ci est assez nerveux et donc de temps en temps éjecte des grandes quantités de particules chargées. Et donc on espère pouvoir mesurer des différences quand le Soleil est en activité ou pas. Et donc pour ça on a installé tout ça ici. Alors comme vous pouvez voir, on a fixé ça dans le sol avec des tendeurs pour avoir quelque chose de bien stable qui puisse rester jour et nuit ici, imperturbable. Et alors de temps en temps, nous on va changer l'orientation du détecteur qui pointe vers le haut. Vous vous imaginez qu'il y a comme un télescope qui pointe vers le haut. Et donc on peut l'orienter à souhait. Et par exemple le laisser comme ça pendant une nuit et se dire voilà, on va voir si on voit une différence, si c'est lié à la présence du soleil ou si les particules viennent d'autres sources, etc. Et donc en gros ça c'est notre expérience JADE. Mais alors ce n'est pas évidemment une simple boîte, il y a tout un système vital derrière ça. Et Alban va vous expliquer tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Alors c'est le moment de vous montrer l'intérieur de la bête. Derrière cette grosse boîte, qu'est-ce qui se cache? Eh bien il se cache Jade. Alors Jade, qu'est-ce que c'est? Jade, c'est 4 détecteurs indépendants. Et quoi comme détecteur? C'est ce qu'on appelle des scintillateurs. Alors un scintillateur, c'est un petit bout de plastique comme ça, assez épais, et qui a comme propriété que quand il est traversé par une particule chargée, eh bien, il va émettre de la lumière. Donc cette lumière va être émise dans le scintillateur, qui est bien recouvert pour garder toute la lumière. Elle va être transmise via des fibres optiques, ici, pour arriver jusque dans ce qu'on appelle des photomultiplicateurs. C'est ce qu'il y a ici dedans. Et un photomultiplicateur, c'est quoi? Photo, photon. Et donc il va recueillir la lumière, la convertir en un signal électrique, et puis amplifier ce signal pour qu'il soit mesurable avec nos instruments, et diriger le signal jusque dans notre système électrique. Mais alors pourquoi cette configuration originale? Pourquoi avoir incliné ces 4 scintillateurs de façon non triviale? En fait l'idée c'est que à l'aide de cette configuration, on pourra calculer l'angle d'incidence d'une particule.
Donc si une particule arrive par exemple comme ceci, on pourra déterminer qu'elle est venue effectivement comme ceci et pas d'une autre façon. Et en fait, comment on sait faire ça? Il faut savoir que plus le scintillateur est épais, plus plus il y aura un grand nombre de photons émis, et donc un signal électrique au final plus important et détectable. Et du coup, en fonction de l'orientation, on verra que la particule passera dans une plus grande quantité de scintillateurs ou non. Et au final, avec une formule assez compliquée, mais on pourra retrouver l'angle d'incidence de la particule. Voilà. Alors, à côté de tout ce détecteur-là, il faut toute une autre partie qui gère tout ce qui est électricité, puisque un détecteur, ça fonctionne avec de l'électricité. Et pour ça, on a ce gros bazar-ci, avec plein de ventilateurs pour le moment, parce que ça chauffe un peu, avec la première partie qui va être la source de tension pour le détecteur, parce qu'il fonctionne sous haute tension. Alors pour nous, ce fut une histoire assez épique, puisque sur Mars, c'est le système américain qui a été plus ou moins adopté, et donc c'est du 110 volts, c'est des prises américaines, enfin, c'est tout un bardaf qu'on a dû gérer pour pouvoir utiliser notre matériel. Mais au final, ça nous sort tout ce qu'on veut pour aller alimenter notre détecteur. Mais on a bien plus que l'alimentation, puisqu'on a aussi tout ce qui est l'analyse des données, l'analyse de ce qui sort du détecteur. Ça va être, donc comme on l'a dit, un signal électrique qui va passer à travers tout un tas de composants électroniques pour être transformé de manière lisible, pour au final arriver sur un ordinateur qui reste toujours ici à côté du détecteur, et sur lequel nous, on va chercher les données par Wi-Fi pour pouvoir tout contrôler depuis la base. Donc voilà, ça donne un gros bloc qui ventile beaucoup. Alors ici, on pourrait se dire que c'est un peu fou de le laisser en plein désert, mais rassurez-vous, on lui a fait toute une coque autour qu'on vous épargne pour l'image, mais qui le protège en temps normal. Non, mais je crois pas que cette activité muonique assez étrange ne pourrait pas s'expliquer si on se met dans la physique fractale et qu'on prend en compte le graphe de Mandelbrot, qui est peut-être nous aider. Ah ouais, c'est pas bête. Ah ouais, la physique fractale, j'ai toujours pensé en termes de quasar, super quasar. C'est à cause de ces ingénieurs qui nous ont fait croire avec leur radiotélescope qu'ils pourraient détecter toutes les tempêtes. Mais oui, de quasar, mais ça, évidemment, c'est pas possible. S'ils savaient de quoi ils parlaient. C'est pas possible. Et les gars, ça a l'air cool ce dont vous parlez. Oui, c'est super cool, mais tu sais, c'est de la physique, faut pas trop. La physique à l'UCL, c'est à prendre. On va laisser. Amis terriens, il est déjà temps de se quitter. Merci de votre attention et de votre soutien. J'espère que vous avez reçu nos cartes postales et sinon que nous pourrons partager un bon verre dans notre chère Belgique. Allez, salut, ciao ciao.